Le matin du jeudi 14 septembre commença comme tous les autres dans ma vie méticuleusement organisée. Le soleil d'automne, pâle et doré, se déversait par la fenêtre de la cuisine, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air. L'odeur du café frais se mélangeait à l'arôme de lavande de mon produit de nettoyage favori. Tout était à sa place. La vaisselle du petit déjeuner séchant sur l'égouttoir, le journal parfaitement plié à côté de mon assiette intacte, le silence de ma maison seulement troublé par le tic-tac rythmé de l'horloge à pendule dans le salon. Un cadeau de mariage de mon défunt mari, Ricardo. La solitude, pour moi, n'était pas un vide, mais une présence calme. Depuis que Ricardo est parti, il y a 10 ans, mon monde s'est rétréci et réorienté autour d'un unique soleil. Mon fils, Daniel. Chaque appel, chaque visite, chaque « maman, tu peux » était le carburant qui me maintenait en orbite. Ce matin-là, en buvant mon thé, je décidai de l'appeler. Cela faisait quelques jours que nous ne nous étions pas parlé, et mon cœur de mère commençait déjà à tisser des scénarios anxieux. J'ouvris ma tablette, le cadeau d'anniversaire que Daniel et Chloé m'avaient offert l'année dernière, avec l'argent que je leur avais moi-même donné pour aider avec les dépenses. Et leur visage souriant apparut comme fond d'écran. Ils formaient un couple magnifique, on ne pouvait le nier. Daniel avec les yeux doux de Ricardo et un sourire qui semblait toujours un peu hésitant. Chloé, vibrante et pleine de vie, avec une ambition qui parfois m'effrayait. Avant d'appeler, une habitude presque inconsciente me poussa à ouvrir les réseaux sociaux. C'était ma fenêtre sur leur monde, un aperçu des fêtes, des dîners et des vies qu'ils menaient quand ils n'avaient pas besoin de moi. Et c'est alors que mon monde organisé, silencieux et prévisible, vola en 1000 éclats. La première photo apparut sur le profil de l'une des meilleures amies de Chloé. Ce n'était pas n'importe quelle photo, elle était professionnelle, baignée d'une lumière dorée de fin d'après-midi. Chloé était éblouissante dans une robe blanche, simple et élégante, que je reconnus immédiatement. C'était la robe pour laquelle j'avais viré 800 raies le mois dernier, quand elle m'avait appelé en disant qu'elle avait besoin d'un petit coup de pouce pour un événement très spécial. À côté d'elle, Daniel, dans un costume en lin beige qui le faisait ressembler à un acteur de cinéma. Ils se tenirent la main, les pieds nus dans le sable, avec la mer bleue turquoise en arrière-plan. La légende, écrite en lettres cursives et joyeuses, disait « Pour toujours commence maintenant. Monsieur et Madame Almeida, 13/09/2025. Hier. » La tasse de thé trembla dans ma main, le liquide ambré se renversant sur la nappe immaculée. Mon cerveau refusait de traiter l'information. Marié. Il s'était marié hier. Je fis défiler l'écran, le doigt tremblant. Il y en avait d'autres. Des dizaines de photos. Chloé riant dans les bras de son père. Daniel trinquant avec les frères de Chloé. Un gâteau à 2 étages décoré de coquillages en sucre. Des amis souriants jetant des pétales de fleurs. Tout le monde était là. Sa famille, leurs amis, tout le monde. Sauf la seule famille de sang que Daniel avait au monde. Je n'arrivais plus à respirer. C'était comme si on m'avait poussé sous l'eau. Chaque photo était une nouvelle vague qui me noyait. Je voyais le canapé blanc que j'avais offert pour leur fiançailles, maintenant sur une terrasse avec vue sur la mer. Je voyais les couverts en argent de ma mère être utilisés pour couper le gâteau, des morceaux de ma vie, de mon argent, de mon amour, éparpillés dans une célébration dont j'avais été intentionnellement effacée. Le cœur martelant sauvagement dans ma poitrine, je pris le téléphone. Mes doigts composèrent le numéro de Daniel par pur instinct. Il répondit à la 3e sonnerie, la voix un peu étouffée, comme s'il était surpris. « Maman ? Salut, ça va ? Daniel. » Ma voix sortit comme un murmure rauque. J'essayais de nouveau, forçant l'air hors de mes poumons comprimés. Je voulais juste savoir quand vous alliez enfin fixer la date du mariage. » Il y eut un silence lourd, chargé de culpabilité. J'entendis un murmure en arrière-plan, puis la voix de Chloé, claire et mélodieuse, prit la ligne. « Ah, Helena, ma chérie, quelle coïncidence que tu appelles !» Sa joie était si fausse qu'elle en était palpable. À ce sujet, eh bien, nous nous sommes mariés hier. N'était-ce pas incroyable ? Je fermai les yeux. La confirmation venant directement d'elle fut le coup de grâce. « Hier ?» répétai-je, le mot écorchant ma gorge. « Mais pourquoi ne m'avez-vous rien dit ? » ?»« Ah, tu sais comment c'est, » les dit-elle avec un léger rire qui sonna comme du verre brisé à mes oreilles. C'était une décision de dernière minute, super spontanée. On a décidé qu'on ne voulait pas de tout ce stress d'un grand événement. C'était une toute petite cérémonie sur la plage, juste pour les intimes. Les intimes. Le mot flotta dans l'air entre nous, venimeux et définitif.
Moi, qui avais passé 3 ans à payer le loyer de leur appartement pour qu'ils puissent mettre de l'argent de côté. Moi qui avais acheté chaque meuble, du lit à la batterie de cuisine, parce que leur budget était très serré. Moi qui avais rempli leur frigo d'innombrables fois et qui avais soigné Chloé comme ma propre fille quand elle était tombée malade, lui préparant des bouillons et prenant sa température pendant la nuit. Moi qui avais sacrifié mes économies, l'héritage que Ricardo m'avait laissé pour que j'aie une vieillesse tranquille, je n'étais pas considérée comme une intime. Daniel reprit finalement le téléphone. Sa voix était un murmure coupable. « Maman, tout s'est passé très vite. On ne voulait pas te déranger. On allait te le dire aujourd'hui. Un mensonge pathétique et transparent. Je savais que si je n'avais pas vu les photos, ils auraient reporté la nouvelle pendant des semaines, peut-être des mois, jusqu'à ce qu'ils aient de nouveau besoin de quelque chose. Ne pas me déranger ?» Ma voix monta d'une octave, tremblant d'une colère que je ressentais rarement. « Daniel, je suis ta mère. Le costume bleu que j'ai acheté pour ton mariage est suspendu dans mon armoire. Le cadeau de 1000 réés que j'avais mis de côté pour vous est dans mon tiroir. J'ai nettoyé la maison de fond en comble en espérant que vous viendriez peut-être fêter ça avec moi. » Le silence à l'autre bout du fil était un aveu. « Elena, s'il te plaît, n'en fais pas quelque chose de plus grand que ce que c'est. » La voix de Chloé revint, maintenant avec une pointe d'impatience. « C'était notre journée. Nous l'avons fait à notre manière, oui, » répondis-je, et un calme froid commença à s'installer sur ma fureur, comme une couche de glace sur un volcan. « Vous l'avez fait. Passez une bonne journée. » Je raccrochai avant qu'il ne puisse dire autre chose. Je restai là, au milieu de ma cuisine silencieuse, le téléphone dans ma main semblant peser 1 tonne. Le soleil qui auparavant paraissait joyeux semblait maintenant se moquer de moi. À cet instant, je compris enfin. Il ne s'agissait pas d'amour. Il ne s'était jamais agi d'amour. C'était une transaction. J'étais la banque, l'assurance maladie, le filet de sécurité. Et, comme toute institution financière, je n'étais pas invitée au fait. Je ne faisais que financer. Les larmes qui vinrent n'étaient pas des larmes de tristesse. Elles étaient de rage. Une rage pure et purificatrice pour chaque sacrifice que j'avais fait, pour chaque fois que je m'étais mise au second plan, pour chaque doux mensonge que j'avais avalé. Je pleurais pour la sotte que j'avais été, pour la femme qui s'était perdue en essayant d'être indispensable pour ceux qui la considéraient comme jetable. Et quand les larmes séchèrent, quelque chose de nouveau prit leur place. Une résolution. Une dureté que je ne me connaissais pas. J'allai au bureau de Ricardo, j'ouvris le tiroir et je sortis les relevés bancaires des 3 dernières années. Avec un stylo et un bloc-notes, je commençai à additionner. Chaque loyer, chaque course, chaque urgence, chaque caprice. J'allais affronter l'étendue de ma propre bêtise en chiffres. Et ensuite, j'allais changer les règles du jeu. La Elena qu'il connaissait, la pourvoyeuse silencieuse et toujours disponible, venait de mourir en ce matin de jeudi. Et il n'en avait encore pas la moindre idée. Le son du téléphone raccroché résonna dans le silence de mon appartement. Pendant un long moment, la seule chose qui bougea fut la poussière dans la lumière du soleil, indifférente au cataclysme qui venait de se produire en moi. L'odeur de café, autrefois réconfortante, semblait maintenant amère. Lentement, comme quelqu'un qui se réveille d'un coma, je me dirigeai vers le bureau de Ricardo. Mes mains, qui avaient si souvent tremblé en signant des chèques pour eux, étaient maintenant fermes. Le tiroir gémit en protestant à son ouverture, libérant l'odeur familière de vieux papiers et de l'eau de Cologne, au cèdre que Ricardo portait. Ils étaient là. Les relevés bancaires, les factures de carte de crédit, les reçus que je gardais par habitude de quelqu'un qui avait vécu des temps plus difficiles. Je commençais par le plus récent et remontais dans le temps, 3 années entières de générosité aveugle. Chaque ligne sur le papier était un petit coup de poignard dans la mémoire. 800 $, virement électronique. Objet, événement spécial. La robe de mariée de Chloé. Je vis mentalement son sourire sur la photo, un sourire payé par ma solitude. 500 €, chèque encaissé, objet, réparation urgente de la voiture. Je me souvins de la panique dans la voix de Daniel, disant qu'il ne pouvait pas aller travailler. 1 semaine plus tard, je vis une photo d'eux dans un hôtel ferme chic, à 200 km de la ville. 200 $, retrait, objet, supermarché. Je me souvenais de ce jour-là. J'avais annulé mon rendez-vous chez le dentiste parce que Chloé m'avait appelé en pleurant, disant que le garde-manger était vide et qu'ils avaient honte de ne pas pouvoir recevoir leurs amis. Le stylo crissait sur le papier du bloc-notes, créant des colonnes de chiffres qui représentaient des morceaux de ma vie. Le soleil se déplaça dans le ciel.
la lumière dans le salon passant du doré à l'orangé, puis à un gris bleuté. Je ne m'arrêtais pas pour manger. Je n'avais pas faim. J'étais nourrie par une nouvelle forme d'énergie, la clarté caustique de la vérité. Le canapé, la télévision à écran plat, les billets d'avion pour leurs vacances, le cours de spécialisation de Chloé qu'elle n'a jamais terminé, le nouvel ordinateur portable de Daniel. Ligne par ligne, l'histoire de mon exploitation s'écrivait à l'encre noire. Quand j'arrivais enfin au dernier relevé d'il y a 3 ans, ma main me faisait mal et mon dos était raide. J'additionnais les totaux avec la précision d'une comptable. La pointe du stylo plana sur le papier un instant avant d'écrire le nombre final. 12. 450. Radala. 112 450 réais. Je regardais le nombre. Je n'eus pas envie de pleurer. La phase des larmes n'était passée. Ce que je ressentis fut un vide glacial, le genre de vide qui reste après un incendie dévastateur. Il ne restait que les fondations. Ce nombre n'était pas seulement de l'argent, c'était le voyage en Italie que je reportais année après année. C'était la rénovation de la cuisine que ma maison réclamait. C'était les années de sécurité que l'héritage de Ricardo aurait dû me procurer, maintenant convertis en souvenirs heureux pour des personnes qui me jugeaient indigne de créer de nouveaux souvenirs avec elles. Je fermais le bloc-notes. Le grand livre de ma déception était complet. À ce moment-là, mon téléphone portable, oublié sur la table de la cuisine, se mit à vibrer avec insistance. Le nom de Daniel brillait sur l'écran. Je le laissai sonner jusqu'à tomber sur la messagerie vocale. 5 minutes plus tard, il vibra de nouveau. Chloé. J'ignorais. Ensuite, un déluge de messages textes. Daniel. Maman répond. On doit parler. Je me suis inquiétée. Chloé. Elena, ne sois pas dramatique. C'est juste un malentendu. On t'aime. Daniel. S'il te plaît, maman. Ne fais pas ça. Je lus chaque message avec un détachement clinique, comme s'il s'adressait à quelqu'un d'autre. La Elena, à qui il s'adressait, la femme qui se serait précipitée au téléphone, avide de pardonner et d'oublier, n'existait plus. Je mis le portable en mode silencieux et le retournai, écran vers le bas. Je me levai et allai jusqu'au miroir du couloir. La femme qui me fixait en retour semblait plus vieille que ce matin, mais ses yeux, bien que fatigués, avaient une nouvelle dureté, une détermination d'acier. C'était la femme que Ricardo aimait, une femme forte qui avait élevé un fils seul. Je l'avais oubliée depuis trop longtemps. La sonnette retentit, le son strident déchirant le silence sacré de ma maison. Mon cœur fit un bond, mais pas de panique. C'était l'adrénaline avant une bataille. Je marchai lentement jusqu'à la porte et regardai par le Judas. Ils étaient là. Daniel, avec une expression de souffrance, dont je savais qu'elle était à 90% de la culpabilité et à 10% de l'irritation face à l'inconvénient. Chloé, à côté de lui, les bras croisés et une expression d'impatience à peine masquée. Je pris une profonde inspiration, saisis la poignée froide et ouvris la porte, mais juste assez pour que nous puissions nous voir. Je ne les invitais pas à entrer. « Maman, Dieu merci !» commença Daniel. « Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone ?» On était mort d'inquiétude. « J'étais occupée !» répondis-je, la voix calme et égale. Chloé força un sourire conciliant. « Elena, ma chérie, nous sommes vraiment désolés que tu te sois sentie exclue. Ce n'était pas notre intention, vraiment. Tout s'est passé si vite, et tu sais comment sont ces choses. La non-excuse classique. Nous sommes désolés que tu te sois sentie comme ça. La faute incombait à mes sentiments, pas à leurs actions. Je ne me suis pas sentie exclue, Chloé. J'ai été exclue. La corrigeai-je froidement. C'était un acte délibéré, et je l'accepte. Daniel passa la main dans ses cheveux, un geste nerveux qu'il avait depuis l'enfance. Maman, ne nous disputons pas pour ça. C'était une erreur. Nous sommes ici pour arranger les choses. On peut entrer et discuter ? Non, vous ne pouvez pas. Ils me regardèrent, choqués. Le refus était une langue étrangère pour eux. Qu'est-ce que tu veux dire par non ? demanda Chloé, la douceur s'évaporant de sa voix. On est à ta porte. Oui, vous l'êtes, et c'est ma porte. Et ma maison, affirmai-je, sentant une vague de pouvoir. Ce qui se passe ici, à partir de maintenant, est une affaire privée. Et comme vous l'avez tous les deux douloureusement clarifié hier, je ne suis pas une intime. Je leur renvoyais leurs mots comme des pierres. Le visage de Chloé devint rouge. Daniel avait l'air sur le point de s'évanouir. « Ce n'est pas juste, maman. Je suis ton fils. »« Oui, tu l'es. Et tu es resté silencieux pendant que ta femme m'humiliait. Tu es resté silencieux pendant que vous planifiez le jour le plus important de votre vie sans moi. Le silence est un choix, Daniel. Et tu as fait le tien. » Le désespoir commença à les envahir. Et avec le désespoir, la vérité fit surface. « Ok, tu es en colère, on a compris, » dit Chloé exaspérée.
Mais on ne peut pas gérer ça maintenant. La climatisation de la voiture a complètement lâché. C'est un four là-dedans. Et on doit régler ça aujourd'hui. On est venu parce qu'on pensait que tu pourrais nous avancer l'argent pour la réparation et qu'on discuterait du reste plus tard. La voilà. La vraie raison de leur visite. Ce n'était pas l'inquiétude. Ce n'était pas le remords. C'était, comme toujours, l'argent. Un rire sec s'échappa de mes lèvres. Ils me regardèrent comme si j'étais devenue folle. « La voiture ?» demandai-je, incrédule. « Vous me poignardez dans le dos, vous me mentez, et vous venez chez moi demander de l'argent pour la climatisation de la voiture ? Ce n'est pas une voiture, c'est la voiture que tu nous as donnée. » rétorqua Chloé. L'arrogance dans sa voix était stupéfiante. « Exactement. J'ai donné. Le cadeau est terminé. L'entretien est à la charge des propriétaires. » dis-je en commençant à fermer la porte. « Je vous suggère d'ouvrir les fenêtres. Peut-être que le vent vous aidera à vous éclaircir les idées. »« Maman, attends !» cria Daniel en posant sa main sur la porte. Je regardai sa main, puis son visage. « Je t'aime, Daniel. Je pense que je t'aimerai toujours. Mais je n'aime plus la personne que tu es devenue. Et je ne vais plus la financer. » Avec une force que je ne me connaissais pas, je fermai la porte. J'entendis leur voix indignée de l'autre côté pendant encore 1 minute, avant qu'ils ne s'éloignent enfin. J'appuyai mon front contre le bois froid de la porte, mon corps tremblant d'adrénaline. Le silence qui s'installa n'était pas un silence de paix, c'était le silence d'une déclaration de guerre. Je savais que ce n'était pas la fin, c'était seulement la fin du commencement. Ils allaient riposter. La manipulation se transformerait en pression, peut-être même en menace. Je pris mon portable, ignorai leurs nouvelles notifications furieuses et composai un autre numéro. Le numéro de mon conseiller bancaire. « Monsieur Martin, c'est Elena Almeida. J'ai besoin de prendre un rendez-vous urgent pour demain matin. Je dois apporter quelques modifications significatives à la gestion de mes comptes. » La guerre ne faisait que commencer, et pour la première fois de sa vie, Elena était prête à se battre. La nuit qui suivit la confrontation à la porte fut longue et sans sommeil. Ce n'était pas une insomnie anxieuse, comme celle d'autrefois, remplie d'inquiétude pour le bien-être de Daniel. C'était une insomnie vigilante. Je m'assis dans le fauteuil du salon, le bloc-notes avec le chiffre effrayant de 112 450 $ sur la table basse, et j'observais la nuit se transformer en aube. Chaque phare qui passait dans la rue, chaque bruit nocturne, était un rappel que j'étais entrée en territoire inconnu. J'avais fermé une porte, mais je savais qu'ils essaieraient de forcer les fenêtres. Quand les premiers rayons de soleil gris touchèrent le ciel, j'étais déjà debout. Il y avait un rituel dans ma préparation ce matin-là. J'ouvris ma garde-robe, passant devant les robes à fleurs et les cardigans aux couleurs douces qui définissaient mon uniforme de mère et de grand-mère potentielle. Au fond, je trouvais un ensemble pantalon de tailleur et blazer bleu marine, une tenue que je n'avais pas portée depuis mes dernières années de travail en tant que chef de département dans une grande maison d'édition. En l'enfilant, je sentis un changement subtil dans ma posture. Ce n'était pas une armure, mais un rappel de la femme que j'étais avant de devenir une simple ressource. Compétente, respectée, déterminée, à 9h du matin. Ponctuellement, j'étais assise dans le fauteuil en cuir en face du bureau en acajou de Monsieur Martin, le directeur de la banque. C'était un homme aux cheveux grisonnants et aux yeux bienveillants, qui nous connaissait, Ricardo et moi, depuis plus de 20 ans. Il avait traité le prêt de notre maison, ouvert le premier compte d'épargne de Daniel et, ces dernières années, avait été le témoin silencieux du flux constant d'argent sortant de mon compte pour aller sur celui de mon fils. « Madame Elena, quel plaisir de vous revoir. Vous semblez différente. Tout va bien ?» demanda-t-il, avec une préoccupation sincère qui me réchauffa le cœur. « Je vais très bien, monsieur Martin. »« En fait, je vais mieux que jamais, » répondis-je, ma voix claire et sans hésitation. Je posai mon sac sur la chaise à côté et allai droit au but. J'ai besoin de faire une restructuration complète de mes finances. Et j'ai besoin que ce soit fait aujourd'hui. Pendant 1 heure, je dictai mes instructions avec une clarté qui le surprit. Premièrement, je veux annuler tous les virements automatiques programmés depuis mon compte. Immédiatement. Il hocha la tête, tapant sur son clavier. Fait. Deuxièmement, je veux retirer le nom de Daniel Almeida comme bénéficiaire ou personne autorisée sur tous mes comptes, épargne ou investissement. Je veux que mon nom soit le seul à y avoir accès. Monsieur Martin se leva les yeux de son écran. Son expression était un mélange de professionnalisme et de curiosité. « Madame Helena, êtes-vous certaine ? En cas d'urgence. »« En cas d'urgence, je m'occuperai moi-même de mes affaires. » L'interrompis-je, fermement mais sans agressivité. La seule urgence que je résous aujourd'hui est celle de ma propre sécurité financière. Il me fixa un instant, et une lueur de compréhension passa dans ses yeux.
Il avait vu les chiffres. Il savait. « Comme vous le souhaitez », dit-il en se remettant à taper. Autorisation retirée. Troisièmement, je veux ouvrir un nouveau compte courant, uniquement à mon nom. Et je veux transférer 80% de mes fonds d'investissement et de mon compte épargne vers ce nouveau compte. Les anciens comptes doivent rester ouverts, mais avec le solde minimum. C'était une manœuvre stratégique. Il connaissait les numéros de mes anciens comptes. Si, par un moyen désespéré, il tentait une action en justice ou un gel des avoirs, il ne trouverait aucune fraction de mon patrimoine. Et enfin, y conclus-je, je veux prendre rendez-vous avec votre conseiller juridique. J'ai besoin de mettre à jour mon testament. Monsieur Martin se renversa dans son fauteuil, joignant le bout de ses doigts. Madame Helena, pardonnez mon indiscrétion, mais ce sont des mesures très sérieuses. Subissez-vous des pressions de la part de quelqu'un? Un rire court et sans joie m'échappa. Au contraire, monsieur Martins, je cesse enfin de subir des pressions. Je suis en train de fortifier mes frontières. Il sourit, un petit sourire respectueux. Dans ce cas, vous faites ce qu'il faut, et vous avez tout le soutien de la banque. Je sortis de l'agence bancaire en me sentant plus légère, comme si je m'étais délestée d'un poids que je portais depuis des années sans m'en rendre compte. L'air de la rue semblait plus frais, les couleurs de la ville plus vives. Sur le chemin du retour, je m'arrêtai et achetai un bouquet de gerbera rouges, mes fleurs préférées. C'était un petit acte, presque idiot, mais c'était pour moi, un luxe que je ne m'étais pas permis depuis longtemps, pensant toujours que l'argent serait mieux dépensé pour quelque chose dont les jeunes ont besoin. En arrivant à la maison, la sensation de pouvoir pulsait encore dans mes veines. Je mis les fleurs dans un vase dans le salon. La couleur vibrante était un affront au deuil silencieux qui habitait cet espace. C'est alors que mon portable, que j'avais laissé à la maison, clignota avec un nouveau message. Il provenait d'un numéro inconnu, mais je savais qui c'était. Helena, c'est Chloé. Je sais que tu es contrariée. Daniel est complètement anéanti. Il n'arrive pas à manger, ni à dormir. Et ce n'est pas pour l'argent. Honnêtement, l'argent est la moindre des choses. C'est à cause de la montre. Mon sang se glaça. La montre. L'Omega Seamaster en or que Ricardo avait porté tous les jours pendant 40 ans. Sur son lit de mort, il l'avait retirée de son poignet et me l'avait tendue en disant « Donne-la à Daniel le jour de son mariage, pour qu'un morceau de moi soit avec lui quand il fondera sa propre famille. » L'écrin en velours bleu était gardé dans mon coffre-fort depuis lors. Le message continuait. Il a toujours rêvé de porter la montre de son père à son mariage. C'était la seule chose qu'il voulait vraiment pour sentir son grand-père Ricardo présent. Il est dévasté de ne pas l'avoir eu à la cérémonie. Et maintenant, il a peur qu'à cause de cette dispute stupide, tu refuses de la lui donner. C'est le seul héritage de famille qui compte pour lui. S'il te plaît, Helena, ne sois pas cruelle à ce point. Pense à ce que Ricardo aurait voulu. La manipulation était si raffinée, si perversement brillante, qu'elle me coupa presque le souffle. Ils avaient retrouvé ma plus grande vulnérabilité, mon amour pour Ricardo et ma loyauté à sa mémoire. Ils utilisaient mon mari décédé comme une arme contre moi. Un instant, j'hésitais. L'image de mon fils, anéanti, me hanta. Mais alors, la clarté froide qui m'accompagnait depuis la veille revint. Le mariage, auquel elle faisait référence, était l'événement secret dont j'avais été bannie. Ils voulaient le symbole de la bénédiction familiale pour un événement auquel ils avaient décidé que la famille n'était pas la bienvenue. L'hypocrisie était monumentale. Mes doigts se déplacèrent sur l'écran, tapant une réponse avec un calme qui me surprit. Chaque mot fut choisi avec le soin d'un chirurgien. Chloé. La montre de Ricardo a toujours été destinée à être un cadeau de mariage, à être remise par moi, en personne, devant l'autel, le jour où je verrai mon fils unique se marier et fonder sa famille. C'était un symbole du passage d'une génération à l'autre, un acte d'amour et de bénédiction. Puisque vous m'avez refusé ce moment, puisque vous avez activement choisi que je ne fasse pas partie de ce rite, le symbole a perdu sa raison d'être. La montre restera avec moi, en mémoire de l'homme qui l'a portée. Un homme pour qui l'honnêteté, le respect et la famille étaient sacrés. J'envoyai le message. La petite mention « distribuée » apparut sous la bulle de texte. Je venais de protéger non seulement mon argent, mais aussi mes souvenirs. Je m'assis sur le canapé, regardant mes nouvelles fleurs. La maison était silencieuse. Je savais que leur réponse à ce dernier affront ne serait pas le silence. Ce serait l'escalade. Ils avaient joué la carte émotionnelle et avaient perdu. Maintenant, il ne leur restait que les armes des désespérés. Et j'avais le pressentiment effrayant de ce qu'elles seraient. L'accalmie dura exactement 1 semaine. Ce fut une période de paix armée.
où chaque jour de silence de l'autre côté de la ligne semblait n'être que le repli stratégique de l'ennemi avant l'assaut final. J'utilisais ce temps à bon escient. Je changeais les serrures de ma maison. Je rencontrai le conseiller juridique de la banque, un jeune avocat nommé Maître Ferreira, qui écouta mon histoire avec un sérieux qui me valida. Nous entamâmes le processus de réécriture de mon testament, en veillant à ce que chaque centime de mon patrimoine soit destiné à des œuvres de charité qui soutiennent les personnes âgées en situation d'abus financier. J'étais, méthodiquement, en train de désarmer toute incitation qu'ils auraient pu avoir pour l'avenir. Leur offensive arriva par un après-midi pluvieux de mardi. Ce ne fut pas un appel téléphonique ou un message. Ce fut un coup officiel à la porte. Un huissier de justice, avec une expression impassible, me remit une enveloppe brune et volumineuse. Mes mains ne tremblèrent pas quand je la pris. Mon cœur ne s'emballa pas. J'attendais cela d'une manière étrange et résignée. Assise à ma table de cuisine, avec le son de la pluie tambourinant sur la fenêtre, je lus les documents. Ils étaient pires que ce que j'avais imaginé. Daniel et Chloé avaient déposé une requête judiciaire pour me faire déclarer mentalement incapable et demander la tutelle légale sur moi et mes biens. Le dossier était une œuvre de fiction cruelle et méticuleuse. Ils avaient joint une déclaration d'un voisin à qui je parlais à peine, qui décrivait mon comportement erratique et mon isolement soudain. Ils incluaient une lettre d'un médecin généraliste affirmant que j'avais manqué un rendez-vous d'évaluation gériatrique qu'ils avaient pris à mon insu, interprétant mon absence comme une preuve de confusion et de négligence. Le coup de maître fut une déclaration de Chloé, pleine de larmes sous forme de mots, décrivant ma paranoïa, ma fixation sur l'argent et mon douloureux éloignement de la famille qui ne veut que prendre soin de moi. Un instant, l'air me manqua. Ce n'était plus une querelle de famille. C'était une tentative d'anéantissement. Ils ne voulaient pas seulement mon argent. Ils voulaient me voler ma voix, ma santé mentale aux yeux du monde, ma propre identité. Ils voulaient m'enfermer dans une cage dorée de démence pour pouvoir piller ce qui restait de ma vie. La peur, froide et aiguë, perça mon armure de résolution. Mais ce ne fut qu'un instant. Je me souvins du chiffre sur mon bloc-notes. Je me souvins du blazer bleu marine. Je me souvins de l'expression de M. Martin. La peur recula, remplacée par une fureur froide et cristalline. Ils avaient sous-estimé leur adversaire. Ils pensaient se battre contre la mère pleurnicheuse et complaisante de toujours. Ils ne savaient pas qu'ils affrontaient la femme qu'elle était devenue. J'appelai immédiatement Maître Ferreira. Ma voix était d'une glace calme. J'ai reçu l'assignation. La guerre a commencé. Les semaines suivantes furent un tourbillon de préparation. Je me soumis à une batterie complète d'évaluations psychiatriques et cognitives avec un expert médico-légal recommandé par mon avocat. Les résultats furent sans équivoque. Non seulement j'étais parfaitement capable, mais ma fonction cognitive était supérieure à la moyenne pour mon âge. Maître Ferreira rassembla toutes les preuves, les relevés bancaires détaillant les 112 450 $, les messages textes manipulateurs sur la montre, le témoignage de M. Martin. Nous étions prêts. Le jour de l'audience arriva, gris et humide, un miroir de mon état d'esprit. Dans le couloir stérile du tribunal, je les vis. Chloé, vêtue d'un noir sobre, avec une expression de victime répétée, et Daniel. Mon fils semblait avoir vieilli de 10 ans. Il avait des cernes profonds, et sa posture était courbée sous le poids de ce qu'il était en train de faire. Quand nos regards se croisèrent, il détourna les yeux le premier. Quelques instants avant que nous soyons appelés, il s'approcha de moi, tandis que Chloé et les avocats discutaient à quelques mètres de là. « Maman » commença-t-il, la voix rauque. « Ça n'a pas à se passer comme ça. Accepte juste la tutelle. Nous nous occuperons de tout, de toi. » Je le regardais. Non pas l'homme de 35 ans en face de moi, mais le petit garçon que j'avais élevé, celui qui me tenait la main pour traverser la rue. Et je ressentis une vague de douleur si profonde qu'elle faillit me plier en deux. Mais ma voix, quand elle sortit, était inébranlable. « Prendre soin de moi, Daniel ? Ou prendre soin de mon argent ?» lui demandai-je doucement. Il n'y a jamais eu le moindre doute sur ma santé mentale jusqu'au jour où j'ai fermé mon portefeuille. La seule maladie ici, c'est la cupidité. « Ce n'est pas vrai !» protesta-t-il, mais sans conviction. « Nous t'aimons. »« Non, Daniel. Vous ne m'aimez pas. » J'ouvris mon sac et en sortis quelque chose. Ce n'était pas un document légal. C'était une vieille photo, petite et aux bords usés. Dessus, un Daniel de 5 ans riait aux éclats sur les genoux de Ricardo pendant que je l'enlaçais par derrière. Nous étions une trinité de bonheur pur et simple. Je lui tendis la photo. « Voici mon fils, le garçon que j'ai élevé, qui était gentil et bon. L'homme qui essaie de convaincre un juge que sa propre mère est folle pour voler son héritage. Je ne le connais pas.
Et je ne lui dois rien. Il regarda la photo, et pour la première fois, je vis une véritable larme couler sur son visage. Il ne la prit pas. Ce que ta femme et toi ne comprenez pas, continuai-je, ma voix un murmure qui tranchait l'air du couloir, c'est que ce combat n'a jamais été une question d'argent. C'était une question de mon droit d'exister. Vous ne vous êtes pas marié sans moi, vous m'avez effacé. Vous ne vouliez pas mon aide, vous vouliez ma soumission. Cette action en justice n'est pas pour me protéger, c'est pour me faire taire. C'est la tentative finale de m'effacer. Et je ne le permettrai pas. Je me retournai et me dirigeai vers la salle d'audience, le laissant là, paralysé dans le couloir avec le fantôme de la famille qu'il avait contribué à détruire. L'audience fut une formalité. Maître Ferreira présenta nos preuves de manière méthodique et dévastatrice. Le rapport psychiatrique, les documents financiers, les messages. Quand leur avocat tenta de me dépeindre comme une vieille femme confuse, le juge, un homme expérimenté et perspicace, regarda par-dessus ses lunettes et vit la femme au blazer bleu marine qui répondait à chaque question avec précision et dignité. L'affaire fut rejetée en moins d'1 heure, avec un sévère avertissement du juge contre les litiges frivoles et malveillants. J'avais gagné. Quand je sortis du tribunal, le soleil avait percé les nuages. Je pris une profonde inspiration d'air pur. Je ne me sentais pas exultante. Je me sentais en paix. Une paix acquise à un coût terrible. Mais une paix tout de même. 6 mois plus tard, je vendis la maison où j'avais vécu pendant 40 ans. Elle était trop grande pour moi et pleine de souvenirs que je devais laisser derrière moi. J'emménageai dans un appartement moderne en centre-ville, avec un balcon qui offrait une vue imprenable sur le coucher du soleil. Avec l'argent que j'avais économisé, je fis ce voyage en Italie. Je pleurais devant la Pietà de Michel-Ange et ris avec des inconnus dans une petite trattoria à Rome. Je n'ai plus jamais parlé à Daniel ou à Chloé. J'ai appris, par des connaissances lointaines, qu'ils avaient dû vendre leur appartement et déménager dans un endroit plus petit, qu'il avait pris un 2e emploi et qu'elle, pour la première fois de sa vie, travaillait. Aujourd'hui, assise sur mon balcon, peignant une toile aux couleurs vibrantes du crépuscule, je pense à la femme que j'étais. À la femme qui croyait que l'amour devait s'acheter, que la présence devait se payer. Je ressens une pointe de tristesse pour elle, mais elle ne me manque pas. La solitude que je craignais tant s'est révélée être, en réalité, la souveraineté. Mon plus grand héritage ne sera pas l'argent que je laisserai, mais la leçon que j'ai apprise trop tard et que je vis maintenant chaque jour. Le véritable héritage qu'un parent peut donner à un enfant n'est pas financier, mais plutôt l'exemple de la dignité, du respect et de l'amour de soi. Et l'héritage le plus précieux que je me suis finalement donné à moi-même n'était pas celui de Ricardo. C'était ma propre liberté. Et celle-là, personne ne pourra jamais me l'enlever.